Franck, il dit tout de suite qu'effectivement, il a eu des relations sexuelles avec Hourdin, que Hourdin n'était pas d'accord, que ça lui faisait mal. Comble de l'horreur, Franck explique que ces scènes de viol auraient beaucoup amusé Altobella. Elle les aurait même fait filmer. Le 29 septembre 2003, à Verdun-sur-Garonne, petite ville à 40 km de Toulouse, les gendarmes voient arriver un témoin qui se présente spontanément à leur brigade. Ce témoin veut soulager sa conscience. Et face aux gendarmes médusés, il fait un incroyable récit. On a une personne qui se présente au bureau de la gendarmerie de Verdun-sur-Garonne, qui demande à parler au chef Sarda, qui vient signaler des faits. Cette personne a des révélations à faire et souhaite garder l'anonymat. Cette personne a été entendue sous X, donc sans nom, sans prénom sur l'audition, ni adresse, ni numéro de téléphone. C'est un poids pour elle et elle désire donner ses renseignements à ce qu'elle pense être des gens pouvant travailler et puis enquêter là-dessus. L'individu relate des faits qui se seraient passés dans un village voisin. Des faits d'une gravité extrême. Cet individu les informe de ce qu'il y aurait eu un meurtre dans une auberge, l'auberge du Taille, à Aucanville. Un homme aurait été pendant des années séquestré, violé, et aurait fini par mourir dans des circonstances indéterminées. Il donne ce qu'il sait et il donne également un nom et un prénom. Il l'évoque, un Georges Hourdin. Il ne sait pas comment ça s'écrit. Le témoin ne sait pas orthographier le nom de la victime, mais il donne une description physique de ce Georges Hourdin. Il aurait près de 60 ans, petit, 1,65 m environ, maigre. Ce témoin anonyme donne des précisions sur ce qui se serait passé derrière les murs de l'auberge du Taille. Des choses à peine croyables. Cette personne donc nous dit qu'elle a appris que Georges Hourdin, au cours d'une soirée sadomasochiste, a été tué. Que son corps a été donné au cochon pour qu'il soit dévoré, donc disparaître, et que les restes de son corps ont donc été ensuite jetés dans un puits. On est en 2003 et l'indic estime les faits à environ 6 ans auparavant, donc on arrive en 1997. D'après l'informateur, ce meurtre particulièrement sordide se serait produit dans cette paisible auberge de campagne. Ce témoignage pourrait paraître fantaisiste. Pourtant, il va être pris au sérieux par les gendarmes, peu habitués à traiter des crimes de sang. Il se trouve qu'on est à Verdun-sur-Garonne, qu'ils ne sont pas débordés par les affaires criminelles, et donc ils ont le temps de gérer ce type d'informations, ce type de dossier. L'adjudant Sarda se met au travail, mais d'emblée, il le sait, l'enquête va être compliquée. Il est clair que les chances d'aboutir étaient faibles. On sait traditionnellement que plus une enquête démarre longtemps après la commission des faits, moins elle a de chances d'aboutir. Les gendarmes n'ont que peu d'éléments. Un nom écrit en phonétique, Georges Hourdin, et un lieu. L'auberge où le crime s'est déroulé. Un restaurant qui va immédiatement faire l'objet de toutes les attentions. L'auberge se situe à environ 400 ou 500 mètres du centre-ville, du centre du village d'Aucanville, qui est une petite bourgade. C'était la bonne auberge franchouillarde dans laquelle on mangeait bien et on buvait bien. Seulement, l'établissement est fermé depuis 4 ans, mais la famille propriétaire de l'auberge y vit toujours. L'auberge du Taille est tenue par un couple. Elle est italienne, Altobella Capelleri, et son mari, Armand Lavron, qui est décédé depuis. Altobella Capelleri, l'italienne, on la surnomme l'italienne, est très peu impliquée dans la vie du village. En fait, les gens ne la connaissent pas bien. Chaque fois, c'est les mêmes renseignements. On mange bien, mais Altobella est bizarre. Les rumeurs vont bon train dans le village au sujet de la propriétaire de l'auberge et des soirées très spéciales qu'elle organise le soir. Des jeunes y allaient, elles faisaient des soirées, elles se mettaient toutes nues sur la table et elles dansaient toutes nues. On évoquait, disons, quelques dérapages d'ordre sexuel. La rumeur disait que, de toute façon, certaines soirées y étaient plus ou moins osées.
La rumeur dit même qu'elle offrait sa fille, qui est sourde et muette, à son représentant de Champagne pour avoir quelques réductions sur le montant des factures. Voilà, ça a l'air d'être pas une maison close, mais un endroit où on s'amuse en tout cas. Alors c'est très délicat parce que d'un côté, on ne bâtit pas une enquête sur des rumeurs. D'un autre côté, quand on enquête sur des faits vieux de 10 ans d'âge, j'allais dire, on prend tout ce qui vient. On prend tout ce qui vient et après on essaie méthodiquement de faire le tri, de voir ce qui peut reposer sur du sérieux et de voir ce qui relève de la rumeur pure et simple qui restera à l'état de rumeur pure et simple. À Verdun-sur-Garonne, les gendarmes sont d'autant plus prudents que la patronne, Altobella Capelleri, n'a jamais eu affaire à la justice et qu'aucune plainte n'a été déposée contre l'établissement. Quelqu'un chercherait-il à se venger de la propriétaire de l'auberge? Les gendarmes seraient-ils sur une fausse piste? Que se passe-t-il réellement à l'auberge du Tail? Les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Ils décident alors de vérifier la configuration des lieux, car selon le témoin, le corps aurait été jeté au cochon et dans un puits. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils ne se présentent pas à la porte de l'auberge. On fait un survol en hélicoptère qui nous confirme bien l'existence de bâtiments pouvant recevoir des animaux comme des cochons ou autres. On a une confirmation qu'il y a bien un puits juste devant la propriété. Selon l'informateur anonyme Georges Hourdin, la victime présumée aurait séjourné un certain temps à l'auberge. Alors discrètement, les gendarmes décident d'aller poser quelques questions au maire du village. Ils vont commencer leur enquête par aller à la mairie pour essayer de savoir s'il y avait un type qui correspondrait ou qui aurait pu correspondre à ce nom de Georges Hourdin. Et là, le maire se souvient d'un vague SDF qui est resté là quelques années, qu'il a peu vu. Il dit qu'il l'a vu passer à 5-6 reprises, que bon voilà, c'est pas quelqu'un qui l'a vu souvent, mais en tout cas il l'a vu. Mais on n'a pas de renseignements plus avant. Il est a priori bien logé chez Altobella Capelleri. Donc voilà les éléments qu'il nous apporte. Donc déjà nous, ça nous prouve que cet individu a habité à Aucamville, ou du moins y est passé. Les gendarmes ont donc la certitude que Georges Hourdin est passé à Aucamville, mais rien ne prouve qu'il soit mort à l'auberge du village. D'autant qu'aucun Hourdin n'a été porté disparu en France. Les enquêteurs se lancent alors dans un travail titanesque. Donc les gendarmes vont puiser, chercher à travers tous les fichiers administratifs. Et ils vont ratisser extrêmement large auprès de toutes les administrations. Ils envoient des réquisitions à tour de bras et un peu partout en France. Sur toutes les CPAM, sur tous les départements, sur toutes les sécurités sociales. Donc c'est quelque chose d'énorme. Alors là, on n'est pas à NCIS ou FBI porté disparu. Les renseignements mettent un temps fou à remonter. D'abord parce que c'est des fichiers manuels. Donc il faut qu'il y ait un type qui fouille à la lettre O, à la lettre H, puisqu'on ne sait pas comment ça s'écrit. Hourdin, c'est avec un H, avec un O, on n'en sait rien. Beaucoup d'organismes nous répondent que faute de date de naissance et de lieu de naissance, ils ne peuvent nous fournir plus d'informations. Les gendarmes épluchent des milliers de réponses et au bout de 2 mois, le travail finit par payer. Dans le fichier des personnes recherchées, un Georges Hourdin avec un H est répertorié. Donc on a un Georges Hourdin qui est cherché par la gendarmerie d'Outarville, dans le 45. Les gendarmes de Verdun-sur-Garonne se procurent une photo de ce Georges Hourdin. On reçoit la photographie qu'on présente à ce témoin du tout début de l'enquête. Ce témoin nous dit non, ce n'est pas Georges Hourdin. Cette première piste s'effondre. L'enquête repart à zéro. Mais les gendarmes s'entêtent. On arrive à recevoir 2 réponses de la mairie de Paris qui nous donnent 2 identités d'un Georges Hourdin qui sont nés à 3 ou 4 jours d'intervalle dans 2 arrondissements différents de Paris. À partir de là, on enquête bien entendu sur ces 2 Georges Hourdin
qui ont exactement la même orthographe. Le premier Georges Hourdin est toujours en vie, marié, des enfants. Donc celui-là, on le met de côté. Ça nous ferme une porte de l'enquête. Et on enquête enfin sur le Georges Hourdin qui nous intéresse. Donc, ils vont s'intéresser à celui-là. Et là, ce coup-ci, ils ont une date de naissance. Et donc, ça va leur permettre d'affiner leurs recherches dans les différents fichiers. Il a une 60aine d'années, donc ça pourrait coller par rapport aux informations qu'ils détiennent par ailleurs. Et l'homme a déjà fait parler de lui par le passé, dans plusieurs villes de France. On retrouve trace de Georges Hourdin par 2 fois. Une première fois pour une hospitalisation d'office, vraisemblablement à un état alcoolique, dans un établissement spécialisé à Bar-le-Duc. Et la seconde fois pour une ivresse publique et manifeste, enregistrée par le commissariat de police de Metz. On a une condamnation pour des faits d'exhibition en région parisienne, mais qui date d'il y a longtemps, donc pas de photographie, pas de prise d'empreinte. Ce Georges Hourdin intéresse les gendarmes, d'autant qu'ils vont trouver une trace d'un dépôt à Nîmes. En 1975, ce Georges Hourdin a déposé une modeste somme de 10 francs dans une banque de Nîmes. Les gendarmes cernent mieux maintenant cet homme. Il aurait une 60aine d'années, un profil de SDF, en tout cas quelqu'un de modeste. Reste à savoir si aujourd'hui cet homme est mort. Et les enquêteurs vont avoir le plus grand mal à le déterminer. On retrouve que la sœur, très peu de contacts depuis très longtemps, et elle ne peut nous donner aucun renseignement sur le parcours de vie de son frère. Georges Hourdin est né d'une fratrie de 6 ou 7 enfants, et après avoir fait la guerre d'Algérie, il a rompu tout lien avec sa famille depuis une 30aine d'années. Aucune administration en France ou à l'étranger ou en territoire d'outre-mer ne l'a déclaré décédé. Sa retraite aurait dû être versée à partir de 1997. Cela ne l'a pas été fait. Georges Hourdin aurait 66 ans. Voici la seule photo qui existe de lui. C'était dans les années 50. Et si l'homme n'a pas touché sa retraite, cela pourrait bien confirmer l'hypothèse de sa mort. Mais dans ce cas-là, pourquoi personne n'a déclaré son décès? Le 12 mars 2004, après 6 mois d'enquête, rebondissement. Dans les registres d'un hôpital de Toulouse, les gendarmes découvrent une information capitale. C'était l'hôpital de Rangueil pour une hospitalisation sans aucune autre explication, datant de 1988 et qui localisait Georges Hourdin chez Laveron Isabelle, l'auberge du Tail à Aucanville. Isabelle Laveron, le nom d'épouse d'Altobella Capellerie. Georges Hourdin est donc bien passé à l'auberge du Tail. Les gendarmes pensent avoir maintenant tous les éléments pour confirmer le témoignage du début d'enquête. Georges Hourdin, SDF, oui. Il est venu à Aucanville, oui. Il était chez Isabelle Laveron, oui. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi Georges Hourdin aurait-il été tué? Pour avancer, les gendarmes tentent de mieux cerner les habitants de l'auberge. En réalité, Villa Altobella, l'italienne, son mari est mort depuis, sa fille sourde-muette, son gendre qui est également atteint de la même maladie, et puis il y a ses 2 fils qui grenouillent autour, qui viennent pas, qui passent, qui restent, qui s'en vont, enfin en tout cas ils sont pas loin, et puis un espèce d'ouvrier agricole, il s'appelle Franck Ambal. Le 25 mai 2004, à 6 h du matin. Pour éviter les fuites, tout le monde est interpellé en même temps. Franck, l'ouvrier agricole, Altobella Capellerie, l'aubergiste italienne, l'un de ses fils, Claude. L'opération se passe sans difficulté. Immédiatement, les gendarmes perquisitionnent l'auberge et ses terrains alentours à la recherche de preuves matérielles. Si Georges Hourdin a bien été tué ici, il doit forcément rester des traces. Ils font appel à la brigade cynophile. Ce sont des chiens qui sont spécialisés dans la recherche de cadavres et d'ossements. Et nous avons donc fait ratisser l'ensemble des terrains aux alentours de l'auberge.
La perquisition a été faite dans tout le domaine, dans toute la bâtisse, dans toutes les dépendances, dans la porcherie. Des photos ont été faites. Après de longues heures de recherche, les gendarmes se rendent à l'évidence. La propriété est immense, on y travaille 2 jours d'affilée, les chiens ne trouvent rien du tout. Les recherches ne donnent rien, même dans le puits, où, d'après l'informateur, les restes du corps auraient été jetés. Les gendarmes sont dans une situation délicate, car sans preuve matérielle, ils n'ont plus qu'une seule solution, obtenir des aveux. Il faut la jouer fine parce que la garde à vue, c'est pas extensible. Et ils ont 48 heures pour essayer de faire craquer soit la belle italienne, soit ses enfants, soit le simplet du village. Mais en tout cas, il faut que ça vienne, il faut que ça craque. Quand les gendarmes donnent le motif de leur garde à vue, à savoir la mort de Georges Jourdain, la réaction est unanime. Tous ont connu Georges Jourdain et apparemment personne ne sait qu'il est mort. Devant les enquêteurs, Altobella Capelleri, petite femme de 64 ans, s'affiche d'emblée comme autoritaire, sûre d'elle. C'est une femme donc d'un certain âge qui est plutôt en rondeur. Après, il faut croiser son regard. Il faut croiser son regard et là, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui a une volonté extrêmement ferme, quelqu'un qui est une maîtresse femme, si l'on peut dire, quelqu'un qui est en position psychologique de supériorité par rapport aux gens qui l'entourent. Altobella, à la gendarmerie, se croit à l'auberge. C'est elle qui commande, elle veut diriger, elle veut faire à sa manière. Elle a essayé d'avoir une emprise sur le gendarme qui était en charge de sa garde à vue et de l'auditionner. Bon, elle a trouvé forte partie, elle a trouvé à qui affaire. Mais elle a essayé de lui contraindre, de lui imposer sa manière de voir les choses et puis son bon vouloir. Et la patronne de l'auberge de nier toute implication dans la disparition de Georges Jourdain. Son système de défense consiste à tout nier, c'est-à-dire qu'elle dit « je ne vois même pas de quoi il s'agit, je ne vois pas ce que je fais ici. Moi, je connais l'individu dont vous me parlez. Jourdain, il est venu souvent à la maison, mais il est parti depuis longtemps, il est parti de son plein gré, je ne sais pas où il est. » C'était froid, c'était calculateur, c'était... on sentait derrière le cerveau froid, l'analyse froide qui disait ne parle pas, ne dis rien. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Cela devait être en 1993. Il m'a dit qu'il partait pour l'Allemagne. En partant, il m'a fauché une bouteille d'Armagnac. Les heures d'interrogatoire défilent. Les gendarmes ont la conviction qu'Altobella leur ment. Dans le bureau d'à côté, Franck, l'ouvrier agricole qui traînait souvent à l'auberge et que tout le monde qualifie de simplet, raconte comment il a connu Altobella. C'était il y a très longtemps. Donc il raconte qu'à 8 ans, il passait là le long du chemin et puis il s'intéressait un petit peu à l'auberge, à ce qui se passait, il regardait par la haie. Et c'est là, quand on est là, il a dit « mais écoute, entre, regarde, tu peux rester, tu es accueilli, je te donne à manger », parce que c'est sa manière de faire, de mettre les gens en confiance, je te donne à manger, tu pourras rester. Puis petit à petit, il est revenu, puis devenu majeur, il a commencé à habiter là. Il vient à l'auberge, il fait des menus travaux. Du coup, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Et à un moment donné, il va avoir des relations sexuelles pendant 2 ans avec cette dame. Là où les choses vont se gâter, c'est quand il va s'apercevoir peu à peu qu'elle est alcoolique, manipulatrice, et il va commencer à en avoir peur. Franck raconte qu'Altobella le terrorisait. Les gendarmes lui demandent s'il a connu Georges Jourdain. Franck répond que oui. Il se souvient même de son arrivée à l'auberge. C'est quelqu'un qui va un jour pousser la porte de l'auberge du Teil pour quémander à manger, tout simplement, et à qui Altobella Capelleri va proposer le gîte et le couvert en échange de travaux. Il semble qu'au début, les choses ne se soient pas forcément mal passées, et progressivement, elles vont dégénérer. Et au fur et à mesure, il va être complètement sous l'emprise de cette femme qui va le battre lorsqu'il n'obéit pas. C'était son esclave, qu'elle le lavait nu en plein hiver dans la cour sous des jets d'eau froide, qu'elle le battait de différentes manières avec différents objets, qu'elle lui faisait faire tous ses basse-tâches.
Georges Jourdain, l'homme à tout faire, celui qui était régulièrement battu, celui à qui on lui faisait faire n'importe quoi, qui vivait comme une bête, et qu'elle enfermait dans la petite buanderie derrière les salles du restaurant. Quand Georges Jourdain essaiera à au moins 2 ou 3 reprises de fuir l'auberge, chaque fois, Altobella Capelleri enverra son mari récupérer Georges Jourdain et le ramener, contraint et forcé, à l'auberge. Un esclave des temps modernes. En plus d'être frappé, en plus d'être souillé, il n'a aucune vie. Ce n'est plus un être humain pour Altobella. C'est un souffre-douleur. Dans son récit, Franck va même plus loin. Georges Jourdain était non seulement tenu en esclavage, mais l'ouvrier agricole avoue avoir violé à plusieurs reprises le SDF, sous l'œil d'Altobella. C'est elle qui dirige, c'est elle qui décide du moment où vont se dérouler donc, ces actes et qui indique comment ils vont se dérouler. Franck il dit tout de suite qu'effectivement il a eu des relations sexuelles avec Jourdain, que Jourdain n'était pas d'accord, que ça lui faisait mal. Georges était frappé s'il ne s'exécutait pas. Pour ma part, elle me grondait si je n'obéissais pas. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos ce que lui fait subir cette femme. Parce que, ben oui, les actes sont commis par Franck, mais sous la direction d'Altobella. Comble de l'horreur, Franck explique que ces scènes de viol auraient beaucoup amusé Altobella. Elle les aurait même fait filmer. Mais lorsqu'Ambal ne refusera, ne voudra pas violer Georges Jourdain, elle lui menacera d'aller diffuser cette cassette aux membres de sa famille qui demeurent sur le village. Elle menace tout le monde en fait, hein, donc tout le monde est son jouet. Et le plus faible de ses jouets, c'est finalement Georges. A priori, le témoignage de Franck paraît sincère. On ne sent pas une once de mensonge dans ses propos. De par la faiblesse intellectuelle de Franck, Ambal, lorsqu'il nous raconte tout ça, on sait qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir, il donne des détails, il raconte la souffrance de Georges Jourdain, il raconte le chantage qu'il subit lui. Sur la mort de Georges, Franck ne sait rien. Il confirme les dires d'Altobella. Georges est parti du jour au lendemain, sans plus d'explications. À la gendarmerie de Verdun-sur-Garonne, les heures passent, mais toujours pas la moindre preuve de la mort de Georges Jourdain. Les enquêteurs interrogent Claude, le fils aîné d'Altobella, un solide gaillard d'1,90 m. Manifestement, l'homme a beaucoup de choses sur la conscience. On a à peine le temps de poser la question qu'on a la réponse. Et des mouvements caractéristiques d'une personne qui avait besoin de parler, mais qui a aussi peur d'Altobella. On ne peut pas énoncer le nom de sa mère sans qu'il regarde ses pieds. Malgré la corpulence de l'individu, on sent que sa mère, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Mais pas dans le sens de l'amour, mais dans le sens de la peur. Claude confirme le récit de Franck. Georges Jourdain a vécu 6 ans à l'auberge du Tail. Lui aussi a tout vu. C'est une violence quotidienne, des coups, des gifles, des coups de poing, des humiliations, des viols même, mais quotidiennement. Mais Claude ne s'arrête pas là. Il dit savoir ce qui est arrivé à Georges. Cela se serait passé un soir. Sa mère l'aurait appelé et elle lui aurait demandé de la rejoindre d'urgence à l'auberge. Voici ce qu'il raconte. Il arrive à l'auberge du Tail, il découvre Georges Jourdain allongé par terre, mort. Sa mère lui dit qu'elle l'a tué, Georges Jourdain, qu'il a fait une mauvaise chute quand elle l'avait frappé. Il n'a jamais su exactement comment la victime était décédée. Il n'a jamais eu d'explication là-dessus. Mais il savait qu'à cause de tous les coups donnés, un jour ça finirait comme ça. Les gendarmes comprennent qu'il n'y a pas de mobile dans cette sordide affaire.
il est probablement mort des sévices qu'il a subis, probablement mort de coups qu'il a pu recevoir à ce moment-là. C'est Georges, quoi, c'est la serpillière, il est par terre, on s'en occupe pas forcément. Quelques heures après, on a besoin qu'il fasse quelque chose, ou qu'il ramasse un objet, qu'il range, etc. Puis là, on s'aperçoit que Georges, il est mort, tout simplement. Peut-être qu'on lui met un petit coup de pied pour le secouer, voir s'il bouge. Personne ne prévient, ni secours, ni gendarmerie, ni police, ni pompiers, ni SAMU. Altobella aurait alors ordonné à Claude, son fils, et à son mari de se débarrasser du cadavre. Ils vont décider, sur les ordres de sa mère, d'amener le corps dans la porcherie, pensant naïvement que les cochons allaient manger Georges Jourdain. Seulement, le plan de l'aubergiste italienne ne se serait pas déroulé comme prévu. Claude continue son récit. Le lendemain matin, lorsqu'ils se rendent à la porcherie, les propriétaires de l'auberge doivent se rendre à l'évidence. Les cochons n'ont pas touché au corps de Georges. Son cadavre est intact. Et pour cause, Claude le fils, pris de scrupules, a pris quelques dispositions. On ne peut pas vivre toutes ces années sans avoir un tant soit peu de sentiment d'affection pour celui qui est là. Donc cela gêne énormément Claude de voir le corps de Georges Jourdain mangé par les cochons. Donc en cachette, il va nourrir les cochons pour que ceux-ci, n'ayant pas faim, ne mangent pas le corps de Georges Jourdain. Il revient à l'auberge du Tail et sa mère lui dit que les cochons ne touchant pas le corps de Georges Jourdain, il faut le mettre dans le puisard. Ils le mettent dans le puisard et remettent la dalle en béton qui ferme le puisard. Et il rentre chez lui, avec ordre de ne parler de ça à personne. Toujours selon Claude, 3 mois plus tard, sa mère lui aurait ordonné de récupérer le corps de Georges dans le puisard. Son but, le faire disparaître définitivement. Là encore, il obéit à sa mère, il vient, et avec sa mère et son beau-père Armand, il récupère le corps dans le puisard et le dépose à l'intérieur de l'auberge. À l'intérieur de l'auberge, il y a un grand âtre de cheminée, et là sa mère lui dit « on va le cramer et je t'appellerai pour jeter les cendres ». Le cadavre de Georges Jourdain aurait alors brûlé toute la nuit. Le lendemain matin, elle donne le sac poubelle à Claude, son fils, il dit maintenant tu vas le jeter dans une poubelle. Et il se rend à Toulouse, il va le jeter dans une poubelle municipale sur Toulouse. Enfin, c'est pas imaginable. On voit ça dans les films. Les gendarmes sont sidérés par le récit du fils d'Altobella, qui semble totalement sincère. Tout respire la vérité dans ce qu'il dit. On voit qu'il revit les moments, on voit qu'il revit les visions qu'il a eues, et on sent quelqu'un qui dit la vérité. On n'a aucun doute, à aucun moment, sur ce qu'il raconte. Le récit de Claude ne s'arrête pas là. Grâce à lui, les gendarmes en apprennent un peu plus sur la personnalité d'Altobella. Une mère odieuse et tyrannique. C'était des enfants battus, mais pour lui c'était un quotidien, comme pour Georges Jourdain d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la seule expression dans ce milieu-là, c'était la violence. Alors que Bruno était âgé de quelques années pour le punir d'avoir fait au lit, Altobella Capelleri va lui brûler le sexe avec une cigarette. Quant à Claude, pour une broutille, un couvert tombé à table ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien, il passera une nuit dehors, nu, en plein hiver. Altobella, bon, c'était à la fois la marâtre, la matrone, c'était le tyran. Je crois qu'il est sincère quand il dit qu'il avait peur de sa mère. Claude était vraiment sous l'influence de sa mère et était dans l'incapacité totale de réagir ou de se rebeller. Les déclarations de Franck, l'ouvrier agricole, et de Claude, le fils d'Altobella, concordent. Selon eux, l'aubergiste italienne n'aurait pas hésité à tuer Georges Jourdain, son esclave domestique et sexuel. Mais ont-ils dit la vérité? Encore faut-il pouvoir le prouver. Et pour les gendarmes, les choses s'annoncent beaucoup plus compliquées que prévu. Ils le savent,
Sans aucune preuve matérielle, il sera difficile de faire condamner Altobella Capelleri. Il décide alors de passer l'auberge au crible, notamment le vestibule où dormait Georges Jourdain. Lorsque les techniciens passent le Blue Star, à cet endroit-là, on retrouve du sang. Ces traces de sang sont vieilles, elles ont été lavées pour une grande partie et altérées. On ne pourra pas trouver d'ADN sur ces traces de sang. On trouve des traces de sang imprégnées dans le béton de la porcherie, mais ce ne sont pas des éléments matériels irréfutables. Ce sang ne nous amène pas à Georges Jourdain. On n'a pas pu déterminer s'il s'agissait du sang de Jourdain ou s'il s'agissait du sang d'animaux. C'était pas possible, c'était trop ancien. Mais on retrouve du sang. Il n'y a aucun élément matériel irréfutable. On ne trouve jamais cette cassette vidéo où on voit en balle violer Georges Jourdain. Alors qui croire? Qui ment? Est-ce que Georges Jourdain a vraiment vécu ce calvaire? Les gendarmes n'ont aucune preuve matérielle. Heureusement, ils vont bientôt bénéficier d'une aide inespérée. Et ce coup de main va venir de Martine. La fille sourde et muette d'Altobella remet aux gendarmes une cassette vidéo de fête de famille. Les gendarmes la visionnent et voici les images qu'ils découvrent alors. On voit à 2 ou 3 reprises Georges Jourdain. La première attablée, une personne qui a l'air fatiguée et un petit peu attaquée par l'alcool, mais qui présente bien. Sur la seconde partie de la vidéo, on voit une personne qui est blessée à l'oreille, qui a un gros pansement, une personne qui a l'air fatiguée, usée, frappée. Il présente quelques bleus et quelques ecchymoses au niveau du visage. C'est l'ombre d'un être humain. Oui, elle en a fait un esclave, un jouet. Et puis, comme on fait avec un jouet, quand on en a marre, on le jette au rebut, quoi, tout simplement. Les gendarmes décident de confronter Altobella à ses accusateurs. Franck et Claude sont alors terrorisés. Et là, à la première question, Altobella prend la parole. Et dès qu'un des deux veut répondre, un regard suffit à le faire taire ou à lui faire regarder ses chaussures. Et c'est la première fois où on a été amené à mettre une couverture les séparant, car ils avaient peur de son regard. Face à son fils, face à Franck, Altobella conserve sa ligne de défense. L'ensemble des déclarations qui sont faites à son encontre sont mensongères. Et elle restera dans sa version, M. Jourdain a quitté de son plein gré l'auberge du Tail. Pour elle, tout est complot. C'est contre elle. Et en fait, elle se considère comme la victime. Pas de corps, pas de traces matérielles, 6 ans pour dénoncer un meurtre. Et si tout cela n'était effectivement qu'un complot contre Altobella? Un nouvel élément va venir éclairer la justice. Janvier 2005. Après 16 mois d'enquête, à force de recoupement, les gendarmes ont un nouvel élément concret à fournir à la juge d'instruction. La sécurité sociale de Montauban leur apprend que Georges Jourdain percevait une pension de 3 000 francs jusqu'en 1997. Et il était domicilié chez Isabelle Laveyron, c'est-à-dire Altobella Capelleri. Pourtant, l'aubergiste a toujours déclaré que Georges était parti de l'auberge 4 ans plus tôt, en 1993. Dans le bureau de la juge d'instruction, Altobella est bien obligée de s'expliquer. À partir de là, évidemment, la juge va mettre l'Italienne face à ses responsabilités judiciaires, en lui disant « mais comment se fait-il que vous encaissiez sa pension s'il est vivant et s'il n'est plus avec vous ?» Moi, je suis derrière elle. Elle a des mouvements d'épaule, elle a des mouvements de tête. On sent la personne qui n'est pas bien et qui va parler.
Face à ça, elle est obligée de convenir que Georges Hourdin est resté à l'auberge et y est décédé. Et qu'effectivement, c'est elle qui a perçu la pension et non plus Georges Hourdin jusqu'aux 60 ans de celui-ci. Altobella vient de craquer. Georges Hourdin est bien mort. Seulement, la restauratrice explique qu'elle n'aurait rien à voir dans sa disparition. Elle dit qu'en fait, Georges est bien mort à l'auberge du Tail, mais elle ne l'a pas frappé. Au contraire, elle va donner une toute autre version des faits. Cela se serait passé un soir de juillet 1992. Altobella Capelleri raconte qu'elle était à l'auberge avec son mari, Armand, quand sa belle-mère, qui dormait dans une chambre, s'est mise à crier. Armand, son mari, a accouru dans sa chambre. Son mari aurait surpris Georges Hourdin dans la chambre de la mère, de Madame Laveron mère, serait entré en colère, aurait poursuivi Georges Hourdin, qui aurait trébuché contre la margelle de la piscine et serait tombé sur la tête et aurait eu une blessure à la tête qui aurait entraîné son décès. Le reste de l'affaire, du moment où Georges a tapé la rebord de la piscine, tout se suit. On est d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire, dans un premier temps, on dépose le corps dans la porcherie et ensuite, on décide de le mettre dans la fosse. Elle reconnaît ensuite que quelques mois plus tard, ils auraient choisi de ressortir le corps de la fosse et de procéder donc à sa crémation dans la cheminée de l'auberge. Et donc on sait que le corps va brûler une nuit entière. Altobella Capelleri, qui à ce moment-là reconnaît avoir voulu faire disparaître le corps, précisera que son mari, décédé depuis lors, entretenait la combustion en versant de la graisse de canard sur le cadavre en train de brûler. On n'a donc aucune trace du corps de Georges Hourdin. On est chez les fous, on est chez les monstres, ce détail est surnaturel. Devant la juge d'instruction, Altobella explique qu'elle n'aurait été que témoin du drame. Elle n'aurait rien fait. Qu'est-ce qu'elle fait en fait dans cette histoire? Elle charge son mari qui est décédé, donc qui est hors d'atteinte sur un plan judiciaire. Tout ce qui est grave, c'est le mari qui l'a fait. Le mari est mort. Les enquêteurs se renseignent sur la personnalité du mari d'Altobella. C'est apparemment un homme très soumis, comme du reste tous les hommes qui entourent l'Italienne. C'est un pauvre homme, c'est un homme battu et qui jamais n'aurait fait de mal à Georges Hourdin. Mais qui par contre, lui, a souvent été frappé par sa femme. Sa femme lui a même planté des coups de couteau dans les fesses, lui courait après avec un couteau. De nombreux épisodes, de nombreux témoignages montrant qu'il y avait une violence exercée de madame sur monsieur. Entre autres, madame Capelleri a eu pour amant un représentant de commerce et que quand celui-ci couchait à l'auberge, eh bien, madame Capelleri tapait du poing le matin contre le mur de la chambre et son mari, qui était dans la pièce attenante, venait servir le petit déjeuner au lit à son épouse et à l'amant de celle-ci. Mais pour Gilbert Collard, l'avocat d'Altobella Capelleri, le caractère effacé du mari ne le disculpe pas pour autant. On peut avoir l'air très soumis dans la vie de tous les jours et puis d'un seul coup se révéler très violent hein, et parfaitement autoritaire. Mais cet argument, dans le contexte, a porté. C'était elle qui devait décider. Ça ne pouvait pas être lui. Altobella Capelleri reconnaît bien que Georges Hourdin est mort à l'auberge. Mais elle n'y est pour rien du tout. Tout cela est la faute de son mari. La version d'Altobella ne semble pas satisfaisante. Elle ne colle pas aux constatations des gendarmes. Altobella Capelleri dit qu'il est mort au bord de la piscine. Ça n'est pas corroboré parce que le groupe de techniciens en investigation criminelle de Bordeaux trouve des traces de sang dans le vestibule et non pas sur le bord de la piscine. Georges Hourdin semble être décédé dans le vestibule, ce qui prouve encore qu'Altobella ment. Pour la juge, les choses sont claires.
Même si Altobella nie, Georges Jourdain a été séquestré, maltraité, abusé sexuellement pendant des années à l'auberge. Il a été frappé à mort et c'est Altobella qui a organisé la disparition du cadavre. La porcherie, puis le puisard. Et enfin, la cheminée de l'auberge du Tail. Pourtant, les gendarmes vont bientôt s'en rendre compte. Dans ce dossier, il y a un énorme problème. Selon Altobella, Georges Jourdain est mort en juillet 1992. L'enquête a débuté en septembre 2003, plus de 10 ans après la mort de Georges. Les faits seraient donc prescrits. Dans ce cas, le dossier s'effondre. Personne ne peut être poursuivi. Les gendarmes tentent une ultime vérification. Alors il nous faut la datation des faits, ce qui est quand même principal pour savoir si on travaille dans le temps de la prescription ou pas. Si on prend les témoignages dans leur ensemble, les faits pouvaient s'être déroulés entre 1991 et 1997. C'est trop large et il nous faut trouver d'autres éléments. Et on va avec des points de détail affinés au maximum pour avoir une fourchette la plus courte possible. Finalement, c'est une information a priori anodine qui va apporter la réponse. On sait que le corps, après avoir été incinéré, a été transporté par Claude dans un véhicule qu'il venait d'acquérir. On a vérifié à partir de quel moment il disposait de ce véhicule et la carte grise a été à son nom à partir de juillet 1994. Donc on sait forcément que Georges Jourdain est mort au plus tard, vers le mois de février 1994. On est limite, on est à 1 mois de la prescription. On peut dire que Mme Capelleri est passée à 1 mois et demi près du crime parfait. Les autres protagonistes de l'affaire, Claude, le fils d'Altobella, et Franck, le benet du village, ont eux beaucoup plus de chance. Les faits de viol, on n'a pas pu établir très précisément leur date, le créneau de leur commission, mais on a pu quand même savoir que c'était intervenu longtemps avant, c'est-à-dire plusieurs mois avant le décès de Georges Jourdain, et donc à partir de là, on n'a pu que constater le fait que les faits de viol étaient prescrits. Pour les faits de complicité, tant le parquet que le juge d'instruction ont considéré que l'emprise qu'exerçait Altobella Capelleri sur ses proches ne leur laissait plus un libre arbitre suffisant qui aurait permis de retenir leur responsabilité. Il ne reste finalement que Altobella qui, elle, va devoir répondre de la mort de Georges Jourdain. Donc elle va être toute seule dans le box de la cour d'assises pour répondre des circonstances de la mort de Georges Jourdain. Altobella Capelleri a-t-elle tué Georges Jourdain ou s'agit-il d'un sordide accident? Les apparences joueraient-elles contre l'aubergiste italienne? Autant de questions auxquelles la justice va devoir répondre. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas de cadavre, que les aveux sont très loin de la vérité, très probablement. On a juste une certitude, c'est qu'il est mort, mais on ne sait pas très bien comment. Donc oui, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu parce que si on l'écoute, elle n'a rien fait. 7 décembre 2009, cour d'assises de Montauban, 15 ans après la mort de Georges Jourdain. Altobella Capelleri comparaît pour séquestration ayant entraîné la mort. Lorsqu'elle entre dans le box, l'aubergiste n'a pas l'air d'une femme dominatrice. Elle n'a pas l'air plus méchante qu'une autre, elle n'a pas l'air plus défaillante psychologiquement. Enfin, voilà, c'est la dame qu'on peut croiser à la boulangerie. Enfin, voilà, c'est notre voisine en fait, et c'est aussi ça qui fait peur. C'est une femme petite qui semble avoir été bien malmenée par la vie et qui est prostrée dans son box avec quelques difficultés d'élocution. Je la revois, elle est prostrée et l'image qu'elle donne à l'audience ne correspond pas à l'image que l'on a d'elle dans le dossier. Elle se défend, mais mollement, et tout compte fait, ne semble pas vraiment être présente. À certains moments, elle donne un peu cette impression de ne pas être présente dans le box et que ce procès se déroule un peu loin d'elle. Altobella est interrogée sur les faits. On lui soumet les différents témoignages qui l'accusent, qui l'accablent même, et Altobella répond imperturbable.
Altobella Capelleri est dans le registre de dire « tout le monde ment, sauf moi ». Il y a une phrase qui reviendra à plusieurs reprises dans sa bouche. Quand le président lui dit « mais enfin madame, on dit ceci de vous, un tel dit ceci de vous, un tel dit ceci de vous », la réponse c'est « les gens ils disent ça qu'ils veulent ». Cette réponse laconique, la famille de Georges Jourdain ne peut l'accepter. Elle a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comment Georges est mort. Leur avocate tente alors de déstabiliser Altobella. De manière anodine, sournoise même, elle demande à l'Italienne si elle a déjà eu un chien à l'auberge. Et là, elle me dit oui, un labrador. Je crois que c'est un labrador dans mon souvenir. Je dis bon, mais très bien. Je dis, il est devenu quoi le labrador? Il est mort. Elle me dit, il est mort. Très bien. Et vous en avez fait quoi, votre chien? On l'a enterré sous l'arbre. Puis c'était une évidence, on est allé enterrer le chien sous l'arbre. Et là, je dis, Georges, vous l'avez donné au cochon, mis à se décomposer, cramé dans la cheminée, jeté dans les poubelles, et ça vous perturbe pas. Et là, silence radio, rien. On voit que son chien, finalement, elle y tenait, parce que pour elle, c'était une évidence d'aller l'enterrer. Et Georges, avec qui on vit pendant 6 ans, qui est quand même un être humain, on lui fait subir ce qu'on sait qu'il a subi. Altobella ne répond rien. La démonstration de l'avocate marque les jurés. De son côté, l'avocat de l'aubergiste, lui, soutient toujours la thèse accidentelle. Il y a eu un accident un soir de beuverie ou une bagarre ou une dispute entre ivrognes. Et au lieu de décrocher le téléphone et d'appeler la gendarmerie, parce qu'on a eu peur, on s'est dit on fait disparaître le cadavre. Si l'accusé avait décroché son téléphone pour appeler la gendarmerie, il n'y avait pas d'affaire. Hein. Après seulement 1h30 de délibéré, le verdict tombe. Altobella Capelleri, l'Italienne d'Aucanville, est reconnue coupable de séquestration ayant entraîné la mort de Georges Jourdain. Elle écope de 15 ans de prison. Fidèle à son attitude tout au long du procès, Altobella encaisse le verdict sans montrer la moindre émotion. L'année suivante, en appel à Toulouse, Altobella Capelleri sera plus lourdement condamnée. 5 années de prison supplémentaires, 20 ans. Si la mémoire de Georges Jourdain a pu être retrouvée, c'est grâce au travail d'enquête des gendarmes, parce que sinon, Georges Jourdain, c'était quoi? C'était un homme qui, les dernières années de sa vie, avait été réduit à l'état d'esclave et dont on était allé jusqu'à faire disparaître le corps dans un conteneur poubelle. Altobella Capelleri devrait pouvoir demander une libération conditionnelle à partir de 2018.